va commencer donc avec Jérôme Gavaudan, le président du Conseil national des barreaux, pour faire justement le bilan, Jérôme, de l'évolution des libertés collectives et individuelles. Oui, bonjour à tous. C'est intéressant de passer juste après le ministre de la Justice. Je ne suis pas certain qu'il ait eu tout à fait le même langage il y a 18 mois de cela, mais d'avoir son éclairage était très intéressant parce que je pense quand même qu'au niveau du gouvernement, il participe à une forme d'équilibre. La question est la suivante. C'est l'avocat qui parle. On est tous ici amoureux des libertés à la fois collectives et individuelles, et les avocats ne sont pas plus vertueux dans ce domaine-là, mais on se trouve effectivement une vocation à être un peu une vigie. Et c'est à ce titre-là que comme président du Conseil national des barreaux, je vais prendre quelques instants la parole pour fixer un peu le débat. Vous le savez, nous sommes, ce qu'on dit et ce que disent les constitutionnalistes, dans un régime de liberté. Les démocraties vivent dans un régime de liberté par rapport à ceux qui sont des pays moins vertueux, qui sont dans des régimes d'exception. C'est-à-dire que la liberté est la norme dans une démocratie. Et depuis, vous le disiez, depuis 200 ans, nous avançons depuis, c'est vrai, les principes de la Révolution française et la première Constitution, nous avançons dans un régime de liberté, c'est-à-dire que le principe est la liberté. On ne peut y déroger que dans ce que prévoit la Constitution et dans le respect, effectivement, des autres libertés et de la liberté d'autrui. Donc on avance depuis 200 ans sur ce régime de liberté. C'est quoi la liberté? C'est pas simplement une conception, c'est pas simplement une position philosophique, ça se traduit, ce que nous aimons, nous les juristes, par des faits concrets. C'est la liberté du commerce et de l'industrie, c'est la liberté de faire des affaires, c'est la liberté d'entreprendre, de se mettre avec des associés, de créer une entreprise, de faire du business. C'est la liberté du travail, pour l'entrepreneur comme pour le salarié. C'est la liberté d'aller et de venir. C'est la liberté que sa vie privée soit protégée et que son état de santé ne soit pas connu de tous. C'est la liberté de ne pas se voir suivi par des services de police ou de gendarmerie par les temps qui courent. Mais on s'aperçoit effectivement que si l'État, le gouvernement ou même le législateur multiplie les exceptions, mais par définition, on bascule ou on peut basculer dans un régime d'exception. Je rebondis un mot sur les questions à la fois du président Roux de Bézieux tout à l'heure. On est loin d'être dans une dictature, on est très loin dans une dictature, le ministre vient de le redire. Il y a un gouvernement, il y a un parlement, il y a un conseil constitutionnel, et puis nous sommes là, nous en débattons. Mais, qu'on le veuille ou non, il y a une forme de balancier, et nous, les amoureux, vous, les amoureux de la liberté et de ces libertés dont je viens de parler, on aime à le dire et à signaler que, finalement, depuis quelques années, une dizaine d'années, 5 ans, eh bien, de fait, c'est une situation objective, de fait, ce régime de liberté s'amoindrit parce que les exceptions se multiplient. Et ça se traduit par des éléments concrets, c'est-à-dire que nous vivons dans des lois antiterroristes, 16 lois, vous avez interpellé le ministre antiterroriste depuis 20 ans, nous vivons depuis 2015 3 années d'état d'urgence, il y a eu par exemple 13 réformes du droit des étrangers depuis 2017, en 17 ans, pardon. 13 réformes en 17 ans. Les questions que nous venons nous poser, est-ce que la lutte antiterroriste a été mieux menée? Est-ce que la situation sanitaire de la France, c'est-à-dire celle des hôpitaux, est suffisante pour faire face à une pandémie? Est-ce que finalement nous sommes en capacité d'offrir et d'exercer le droit d'asile et d'offrir un droit d'asile conforme à nos engagements internationaux? Et ce que je veux simplement vous dire en introduction de ces débats, c'est que oui, on est sur du concret. Parce que par exemple, l'état d'urgence terroriste de 2015, l'état d'urgence a été supprimé, mais on a introduit dans la loi des mesures de l'état d'urgence. C'est pas si grave que ça pour le citoyen honnête. Mais de fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire souvent un transfert à l'autorité administrative, non pas qu'ils ne font mal leur travail ou qu'ils soient suspectés de vouloir porter atteinte à la démocratie, mais par exemple au service de police ou de gendarmerie ou au préfet, un certain nombre de prérogatives qui étaient d'une manière générale de l'office du juge. C'est autoriser l'administration à avoir de plus en plus de pouvoir sans contrôle du juge ou avec un contrôle du juge a posteriori
soit du juge administratif, Conseil d'État ultérieurement, soit du juge judiciaire. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut plus vous écouter, ça veut dire qu'on peut plus vous suivre, ça veut dire qu'on peut effectivement attenter à vos libertés individuelles et collectives sans le contrôle du juge. C'est ça que ça veut objectivement dire. Ça veut dire, sur la question du pass sanitaire, qu'effectivement, on vous demande un laissez-passer. Ça veut dire que l'employeur doit contrôler ses salariés, il va avoir accès à son état de vaccination, il peut en tirer un certain nombre de conséquences sur la situation de discrimination, et ça fait du citoyen, j'ai envie de dire employeur, contrôleur de ses salariés, ce qui là aussi peut poser question dans une bonne démocratie. Et nous, les juristes, j'en termine par là, pour introduire le débat, mais ça paraît intéressant. Et autour de cette table ronde, il y a un certain nombre de juristes. Nous n'aimons pas la multiplication des lois dans l'émotion, parce que ce n'est pas la loi qui réglera ni le terrorisme, ce n'est pas la loi qui va régler la situation sanitaire, et ce n'est pas la loi qui va régler en soi la question, par exemple, de l'immigration ou de l'asile qui peut être demandé par les uns et les autres. La situation afghane nous pose la question. Donc nous aimons les lois stables, les lois limpides, les lois qui ne soient pas des lois d'exception, parce que dans l'exception, il y a forcément une atteinte à nos libertés collectives et individuelles. Et voilà ce que nous aimons dire et ce que nous aimons redire. Et c'est vrai qu'il ne faut pas s'y habituer, parce qu'on s'aperçoit, les juristes s'aperçoivent, les avocats le disent et le dénoncent, que lorsqu'une liberté est en recul, il y a une forme d'effet cliquet et on ne revient pas en arrière. Et on nous dit, bien sûr, l'état d'urgence va s'arrêter. Bien sûr, on veut revenir, mais de fait, depuis 18 mois, nous sommes toujours dans des états d'urgence, les contraintes sont maintenues, et on se dit, ça va être long. Et écoutez ce que nous a dit notre ministre de l'économie tout à l'heure, on va être sur du long terme. Et à quand l'état d'urgence économique, avec un certain nombre de contraintes? Voilà toute la difficulté. Donc, touchons la loi avec prudence, citoyens, soyons responsables, faisant en sorte de nous protéger, de protéger les autres, d'être attentifs au respect de la liberté d'autrui, qu'il ne faut pas atteindre, mais en même temps, soyons vigilants et disons aux législateurs de temps en temps, faites attention. Pour terminer, un dernier exemple. Le garde des Sceaux a dit « Je ne suis pas content, quand je suis membre du gouvernement, que le Conseil constitutionnel casse les décisions que nous faisons voter ou que le Parlement a votées. » Le taux d'augmentation de décisions d'inconstitutionnalité en 2021 est de 100% d'augmentation. J'ai le souvenir, quand j'étais étudiant, dans les années 85-90, c'était la honte pour un gouvernement d'avoir une décision cassée par le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, le ministre vient nous dire, ça ne nous fait pas plaisir, 100% d'augmentation. La France est un des pays les plus condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme. Ça interpelle, ça pose question. Le droit ne fait pas tout, il nous garantit, il nous protège. Nous sommes dans une démocratie, c'est précieux. Liberté, d'abord, liberté chérie. Sécurité, ça vient après. Merci Jérôme Gavaudan. On va donner la parole à la vice-présidente du syndicat policier Initiative Sécurité Intérieure, Linda Kebab. Une réaction sans doute à ce bilan, ou plutôt ce que nous dit Jérôme, la difficulté de faire un bilan coût-avantage entre ces mesures restrictives de liberté et une sécurité accrue ou pas, et puis sur la réalité des restrictions de liberté imposées à nos citoyens, que vous êtes policier ou gendarme, que vous imposez aux citoyens. Bonjour, alors je suis déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police et vice-présidente de l'association Initiative Sécurité Intérieure. Ouais. Je vais répondre à ce propos, mais je vais me permettre d'abord de citer quelqu'un. Je vais lire pour m'éviter de déformer son propos. « Je ne laisse plus ma fille de 11 ans sortir, car une fois elle est rentrée en courant. Ça avait tiré en pleine journée. Je ne demande rien aux autorités parce que personne ne sera arrêté. C'est la loi des quartiers. Le trafic de drogue, tout le monde sait, mais personne ne fait rien pour y mettre fin. » Ces mots, ce sont ceux d'une citoyenne, la tante d'un jeune homme qui a été tué, 14 ans, mercredi dernier à Marseille. C'est les mots d'une citoyenne qui exprime le fait que parce qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de liberté. Ce sont les mots aussi d'une tante qui explique que finalement, là où l'État n'existe pas, et un État fort ne signifie pas un État dictatorial. Là où l'État n'existe pas, il n'y a plus de liberté. Pour répondre aux propos qui viennent d'être tenus, on peut à très juste titre s'interroger sur l'efficacité
des dispositifs législatifs de ces 20 dernières années. On ne peut néanmoins pas jeter le bébé avec l'eau du bain pour la simple raison, c'est que justement ces lois dites d'exception qui se sont enchaînées répondent elles-mêmes à des exceptions qui ne sont pas du fait ni de l'État, ni même des gouvernements successifs. La hausse du terrorisme, je vais vous donner des dates avec une liste non exhaustive. La prise d'otage d'un avion d'Air France à Marignane, les bonbonnes de gaz dans le RER à Saint-Michel, Mohamed Merah, les attentats de 2015, etc., évidemment, ont obligé le législateur à s'adapter à une société nouvelle, une société qui abordait un fait nouveau, c'est le terrorisme, en l'occurrence islamiste. Mais pas seulement sur la question du terrorisme, également sur une société aujourd'hui qui voit une recrudescence des violences. Objectivement, les chiffres le disent, les violences à l'attention des personnes sont en augmentation. Ce qu'on appelle communément, et notamment dans le milieu journalistique, les violences gratuites, elles ne sont jamais gratuites dans le milieu judiciaire. Il y a toujours une cause derrière, en tout cas elles sont moins volontaires, et ben, sont en hausse depuis de quelques années, et donc forcément, elles induisent une réaction du législateur qui va donner un nouveau cadre à deux autorités, je me permets de parler au nom de la gendarmerie également, donc les policiers et les gendarmes, qui sont, et je tiens à le préciser, ne sont pas des autorités administratives, mais des autorités judiciaires. Elles n'agissent pas sans contrôle, elles agissent sous le contrôle du parquet. Et donc le législateur va donner un cadre, c'est un moyen législatif. Évidemment, il ne suffit pas, il faudrait donner des objectifs, il faudrait donner des moyens, qu'ils soient humains ou matériels. Il faudrait aussi donner un peu de cohérence politique, puisque les gouvernements se succèdent, les décisions diffèrent tous les 5 ans, et finalement il n'y a pas de cohérence dans l'action de la police et de la gendarmerie, ce qui crée une inefficacité inhérente en fait à ces successions un petit peu insensées entre les différentes politiques, et qui crée une espèce de non-sens et d'inutilité sur le terrain. C'est la syndicaliste policière qui parle. Mais je tends à vous expliquer qu'en fait, ce n'est pas tant la loi qui pose problème et qui est restrictive en matière de liberté. Elle impose des contraintes. Je vais vous faire un exemple tout simple. On n'aurait pas rédigé de loi imposant le port de la ceinture si le législateur n'avait pas constaté une hausse des décès dans le cadre de la conduite automobile dans les années 50. Et donc, du coup, quand cette loi s'impose, elle s'impose avec un objectif, et c'est l'objectif de cette loi qu'il faut absolument contrôler et à l'égard duquel il faut être vigilant, c'est l'objectif noble de la préservation des vies humaines. Et donc la loi, ça doit être d'abord son objectif, c'est la préservation des vies humaines, des libertés, des droits. Malheureusement, tout cela répond à quelque chose, à l'obligation d'imposer des contraintes. Tout le monde accepte cette entrave de porter une ceinture de sécurité dans sa voiture. Vous achetez un bien, on vous impose une limitation de vitesse, une ceinture de sécurité, un moteur bridé, d'utiliser un clignotant, avec un bien, une propriété privée. Donc on est en liberté de dire, en droit de dire, c'est une contrainte, ce sont des mesures qui sont extrêmement restrictives, voire même liberticides. Or, aujourd'hui, c'est quelque chose que nous avons adopté et que nous acceptons tous parce que nous avons conscience que ce sont des règles qui nous permettent de préserver nos vies, mais aussi celles d'autrui. Et donc, la loi, ça doit être son but. Donc, je ne pense pas qu'il faille absolument critiquer les lois pour ce qu'elles sont. On peut éventuellement réfléchir sur les raisons qui ont poussé le législateur à les décider, à les rédiger et à les voter. Je rappelle que le Parlement est la représentativité du peuple, que nous avons la chance dans notre démocratie d'avoir un débat parlementaire qui déborde au-delà du Parlement et également dans le débat public. Les juristes aussi entrent dans la danse et ont leur mot à dire. Nous, policiers, nous avons également notre mot à dire, nous sommes auditionnés. Les citoyens sont entendus, les associations, etc. Donc les lois ne sont pas parfaites et c'est certainement justement ce qui fait qu'elles s'enchaînent. C'est-à-dire qu'elles viennent répondre à une émotion, à un événement, à un instant T. On veut consoler ou on va dire réconforter l'opinion publique, et donc on va pondre une loi qui va être totalement imparfaite parce qu'elle est humaine déjà, et puis quelques années plus tard on se rend compte qu'elle ne répond pas finalement aux besoins, et donc on va en enchaîner une autre. Est-ce que malgré tout les restrictions et les contraintes qui sont imposées par les lois sont liberticides? C'est faux de dire que toutes les contraintes administratives doivent être dénoncées. En matière de renseignement, par exemple, il y a
une commission, le CNCTR, Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui s'assure que tout policier ou gendarme qui n'est pas habilité judiciairement, puisqu'il est un agent de renseignement, qui sollicite une écoute, une géolocalisation, enfin bref, de briser, de violer en tout cas le droit à la vie privée, cette commission s'exprime sur toutes les demandes qui sont faites par les policiers et les gendarmes. Rien ne se fait sans que cette commission n'ait donné son avis. Et puis, il y a l'autre pan, le pan judiciaire. Aucun acte, aucune réquisition d'un policier ou d'un gendarme ne se fait sans que le parquet, donc la justice, n'ait eu un contrôle et n'ait validé la demande. Et donc, c'est ça le plus important en matière de sécurité. La sécurité ne s'oppose pas à la liberté. Je pense même que la sécurité est la première de nos libertés. Et les exemples dictatoriaux à travers le monde nous le montrent. Mais le plus important, c'est d'être vigilant en matière de contrôle. La policière vous dit que les moyens législatifs sont d'excellents outils pour faire avancer les enquêtes, trahir les auteurs, protéger les victimes. La syndicaliste et citoyenne que je suis vous dira il faut néanmoins toujours des organismes de contrôle. Vous dites qu'il faut être vigilant. Vous donniez, quand on en a discuté ensemble en amont, Linda Kebab, un exemple qui vous est arrivé, contrôle de passe sanitaire, et vous avez été surprise de voir que votre nom s'affichait. Bah écoutez, je suis assez étonnée que les entrepreneurs ne se soient pas plus offusqués de la chose. Je pense que quand on est entrepreneur et que dans sa vie privée, je vous donne un exemple tout simple, soyons pragmatiques, vous allez au restaurant, pas très loin de chez vous, vous y accompagnez votre époux ou votre épouse, et puis au moment du contrôle du pass sanitaire, s'affiche votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Avec Internet, on saura qui vous êtes, quelle est votre activité professionnelle, peut-être même votre pouvoir d'achat. Qui, ici, a envie que la personne qui n'est pas assermentée, qui n'est pas contrôlée, je vous parlais du contrôle il y a quelques secondes, qui n'agit pas sous l'égide d'un organisme de contrôle comme le sont les policiers et les gendarmes, a la possibilité de savoir qui vous êtes et de rechercher sur Internet peut-être votre classe sociale et de savoir où potentiellement vous pouvez habiter parce que tous les mois vous allez dans ce restaurant. Moi, j'ai été personnellement contrôlée à l'entrée d'une bibliothèque et je vous assure que ce n'était pas très agréable de savoir que l'agent à l'entrée de la bibliothèque savait que j'allais dans ma bibliothèque de quartier. J'aurais aimé qu'on ne sache pas que j'habite dans le quartier. Et ça, ce n'est pas un problème de liberté, c'est un problème de préservation des données personnelles. Et on a tendance dans le débat à confondre les deux, et je pense que c'est ce qui pollue le débat aujourd'hui, c'est qu'une des libertés, c'est la préservation des données personnelles. On pointe souvent du doigt des pays comme la Chine qui font fi de ce type de préservation, mais or, c'est une préservation qui est extrêmement importante parce que c'est de savoir que votre anonymat est préservé, c'est ce qui vous octroie la possibilité de vous dire libre d'aller et venir. Or, quand on sait qui vous êtes et où vous allez, parce qu'on peut éventuellement vous stalker, eh ben forcément, il y a une autocensure. Et ça, c'est un problème, et je suis assez étonnée que personne ne l'ait relevé. Alors, on va justement se placer maintenant du point de vue de l'entreprise, avec Thierry Derez, le PDG de Covea, avec une double casquette, celle effectivement du chef d'entreprise. On peut parler effectivement des difficultés du contrôle du pass sanitaire et des éventuelles sanctions, l'interdiction aux salariés de faire son travail finalement, de rentrer dans l'entreprise, et puis celle de l'assureur, qui justement est là pour couvrir les risques, garantir l'exercice de nos libertés, mais d'une autre manière, pas par l'interdiction, mais par la prévention ou la compensation des risques pris. Merci beaucoup. Bonjour d'abord à tout le public, toutes les personnes qui assistent à cette manifestation. Alors, vous me proposez deux casquettes, assureur, chef d'entreprise. Je me jette directement, je prends la casquette d'assureur d'abord, parce que je sais très bien que les assureurs sont les plus populaires. Alors, pardon de ce petit côté un peu démagogique, mais il faut assumer. En écoutant les interventions précédentes, je m'interrogeais sur ce que pouvait apporter l'assurance à ce couple qui fonctionne depuis que des sociétés humaines existent, la sécurité et la liberté. La liberté, c'est une aspiration, la sécurité, c'est un besoin. C'est peut-être même la raison fondamentale pour laquelle l'être humain se regroupe en société. Qu'est-ce que l'assurance peut apporter? Elle peut apporter, à mon avis, deux choses. Premièrement, la confiance. La confiance parce que lorsque vous avez une activité qui est assurée, et on sait aujourd'hui que la plupart des activités humaines bénéficient d'une couverture assurantielle, vous envisagez
le futur, l'avenir, vos projets avec davantage de confiance. Et donc, cette confiance-là aussi est un facteur de liberté. L'assurance apporte aussi, à travers des mécanismes de réflexion sur le risque, une meilleure connaissance des aléas, des événements auxquels on peut être confronté, et partant de là, fait des citoyens, fait des individus qui ont une réflexion qui est plus éclairée. Quand vous êtes en discussion, je parle évidemment là plus spécifiquement pour le risque d'entreprise, qui est plus sophistiqué que le risque de particulier, mais dans le dialogue qui, normalement, doit s'instaurer entre l'entreprise et son assureur, vous avez une détermination, une analyse des facteurs de risque qui sont un intérêt central pour l'entrepreneur. Et donc, dans ce couple liberté-sécurité, l'assurance apporte aussi cet éclairage sur l'intelligibilité de l'activité qui est menée et des risques qui sont à pourvoir. On a parlé tout à l'heure un tout petit peu du risque automobile. C'est vous, madame, qui l'avez fait. Le risque automobile incarne pour moi un combat qui a été commencé dans les années 60 et qui s'est, même s'il n'est pas aujourd'hui complètement terminé, mais en tout cas, on peut considérer qu'on a rencontré un bon nombre de succès. Pourquoi ? Le pourquoi, il est très simple. C'est que tout le monde, absolument tout le monde, s'y est mis. Tout le monde. Le prix d'excellence, à mon avis, ne peut pas être attribué à telle ou telle profession, à tel ou tel intervenant. Tout le monde s'y est mis. Les constructeurs automobiles ont fait de gigantesques progrès. La réglementation a imposé d'abord la limitation de vitesse, ensuite la ceinture, etc. Les équipements ont été incorporés aux automobiles. Bon. On est passé, moi je suis un vieux monsieur, on est passé de 16 500 morts sur les routes de France. À 3 000, 3 500. À peu près 3 000, 3 500. 16 000. Je me souviens d'une campagne, quand j'étais jeune conducteur, on avait demandé à une petite ville de 16 500 habitants de s'allonger dans les rues de la petite ville pour que, à travers une campagne de prévention routière, on puisse visualiser sur les écrans de télévision, dans les cinémas, cette situation incroyable, ce tribut que notre société française acceptait chaque année de payer au Moloch automobile. Mais Thierry Dorez, est-ce que c'est pas parce que justement pour sortir de cette dichotomie entre liberté et sécurité, il y a cette notion de responsabilité qui fait que... Il a fallu que chacun d'abord soit éclairé et que cette notion de fatalité qui pesait sur l'automobile soit évincée. Et pour évincer ce que l'on considère comme une fatalité, il faut réfléchir, il faut analyser, il faut diagnostiquer, il faut être éclairé. Et à partir de là, on peut faire une mobilisation qui est une mobilisation générale. Et je pense que cet exemple-là, il m'a été suggéré par votre intervention, de l'automobile est, avec des aménagements, avec des amodiations, totalement transposable à d'autres risques. Y compris au sanitaire. Hein. Y compris au sanitaire, y compris au climatique. La culture du conducteur automobile d'aujourd'hui est très différente de la culture du conducteur automobile d'il y a 50 ans. Alors vous allez me dire, c'est long, ça prend du temps. Mais toutes les choses humaines prennent du temps. Toutes les choses humaines. On doit changer les mentalités. Le changement des mentalités, c'est quelque chose d'extrêmement lent, puisque ça répond aussi au glissement des générations. Est-ce qu'on peut prendre la casquette du chef d'entreprise maintenant qui va devoir contrôler le pass sanitaire de certains de ses salariés? Alors, le chef d'entreprise, il considère qu'on approche de Noël, donc il considère que c'est la période des vœux, et le vœu, c'est qu'on ait rapidement des textes qui soient les plus clairs possibles. Le groupe dont j'ai l'honneur d'assurer la présidence a 21 000 salariés en France. J'espère que ça ne va pas être un casse-tête. Et donc, je suis dans cette rubrique qui est la rubrique des vœux. Sachant que, on rejoint, ça a été évoqué,
notre légitimité, notre habilitation pour procéder à des contrôles est quand même très ténue. Ouais. Très, très ténue. Il y a assez peu de chefs d'entreprise qui sont agents, je ne dis même pas officiers, de police judiciaire. Ça peut venir. Ça ne dépend pas de nous. On aurait pu poser la question au garde des Sceaux, pouvons-nous transformer les chefs d'entreprise en agents ou en officiers de police judiciaire? Alors, vous avez des chefs d'entreprise qui sont modestes, qui auraient accepté agents, d'autres moins modestes auraient revendiqué tout de suite d'être officiers. Mais bon, restons à agents. Le point de vue maintenant de David Linard, le maire de Cannes. Vous êtes chargé sur le terrain d'assurer au fond la liberté de vos concitoyens et leur sécurité. Et depuis plusieurs années, l'État vous a imposé au fil des mois de nouvelles règles. Comment vous gérez cette dichotomie, vous aussi? Bien, d'abord, merci de votre invitation. Je remercie au président du MEDEF. Je salue le MEDEF d'en bas, je salue le MEDEF d'en haut aussi, à la tribune, et de pouvoir s'exprimer sur cette dialectique qui est au cœur de la société entre la liberté et la sécurité. Et la question telle que vous la posez, elle est directement liée à ce qui vient d'être évoqué, c'est-à-dire que l'accumulation, les changements de règles qui se sont succédés et qui peuvent correspondre à des progrès, à une acclimatation et à une acculturation liée à l'évolution de la société, eh bien, dans les collectivités, dans une mairie, et moi j'ai vécu les deux, j'ai vécu la mairie et j'ai vécu le monde de l'entreprise et le monde du commerce, se traduisent par des complications, au-delà des complexités, qui nuisent à la prise de décision, qui nuisent à la productivité, qui nuisent à la bonne allocation des ressources. C'est-à-dire que la surenchère administrative et normative et législative qui peut avoir des effets délétères en termes de liberté publique. Et il est vrai que lorsqu'on passe du régime de liberté au régime d'exception et qu'on s'accoutume à cela, tel que le disait Monsieur le bâtonnier, cela pose des difficultés qui doivent être de l'ordre du débat public. Mais il y a un autre paramètre qu'il faut prendre en compte, à mon sens, c'est lorsque l'on passe du régime de liberté, non pas au régime d'exception forcément, qui renvoie à des régimes tyranniques, ce qui n'est pas le cas évidemment, mais à des régimes d'autorisation. Et en 19 ans, nous avons augmenté en France de 50% le nombre de textes, qu'ils soient des articles de loi ou des décrets, qui pèsent sur la société en général, sur les collectivités, sur une mairie, sur une PME, et qui pèsent sur ceux qui sont en charge du respect de l'ordre. Et cette accumulation, elle est supérieure à ce que l'on rencontre ailleurs. C'est-à-dire qu'elle se retrouve en coût, et ensuite je parlerai de liberté, mais en restriction de liberté de création, en perte de temps, en perte de compétitivité. Lorsque l'on parle des moyens à l'hôpital, les moyens à l'hôpital, en réalité, ont augmenté de façon assez constante, et la politique de santé en France est quasiment 11% du PIB, sauf que les frais administratifs en France représentent à peu près 35% du fonctionnement de l'hôpital. En Allemagne, qui est un grand pays administratif, je ne prends pas un pays qui serait sous-administré, on est à 25%. Cet écart de 8 points, on le retrouve quasiment partout. On le retrouve également dans les entreprises, puisque nous sommes ici avec des chefs d'entreprise. La part du travail qui est consacrée aux surtâches administratives en France représente 7,8% du temps de travail. En Allemagne, c'est 3,7%. Ce différentiel, c'est 22 milliards. C'est-à-dire que c'est un point de PIB, à peu près. Je ne pense pas me tromper. Donc on peut vous sortir tous les débats que vous voulez sur la fin du quoi qu'il en coûte. On reviendra toujours à une dichotomie, à mon avis artificielle, entre certains qui diront on manque de moyens publics, et d'autres qui diront il y a une déperdition et il y a une carence. Non, la différence, c'est dans l'effort que nous devons faire pour renverser la production de normes, recentrer l'État sur ses fonctions régaliennes. Je crois mener une révolution copernicienne en France de la production de normes qui doit être décentralisée, c'est-à-dire que les décrets d'application des lois doivent être, comme en Italie, comme en Allemagne, selon le système, comme en Espagne, doivent être confiés à la délibération locale, et vous verrez que ce sera beaucoup plus pragmatique, qu'on sera beaucoup plus réactif, qu'on perdra beaucoup moins de temps, et qu'on arrête cette surenchère de lois d'émotion,
de réglementation de circonstances, de théâtre politique, qui fait qu'on arrive, on est très heureux de présenter à la tribune des mesures pour régler une problématique qui en fait ne font qu'ajouter, non pas de la complexification, parce que la complexification ça peut être un progrès, lorsqu'on améliore les conditions de circulation routière, lorsqu'on améliore une norme sur un jouet, lorsqu'on améliore les conditions d'accessibilité pour les personnes handicapées, c'est de la complexification, de gains civilisationnels. Mais lorsqu'on complique tout, et qu'on ajoute des directions de la qualité qui maintenant s'interrogent sur la raison d'être de l'entreprise et la raison d'être de la collectivité, et on fait des colloques et des machins, et bien là-dessus, on crée une servitude qui est le contraire de la liberté, et c'est là où je pense qu'on peut avoir même une dialectique qui sort de l'affrontement entre liberté et sécurité, ou au contraire, le fait de dire, ce qui est vrai, qu'on ne peut pas vivre en vraie liberté si on n'est pas en sécurité, mais de dire que l'excès de normes détruit, sous couvert de sécurité, et je vais terminer, mais détruit finalement la capacité de créatrice, et détruit la liberté, et crée une nouvelle servitude. Et la route de la servitude est souvent une route de servitude volontaire, et elle est souvent pavée de bonnes intentions. Et ça, on le retrouve dans une multitude de secteurs et de domaines. Moi, dans une mairie aujourd'hui, sur les îles de l'Érins, on a un espace qui sert à stocker les déchets qui sont produits sur l'île. Donc, vous avez sur le triple de cette estrade des containers à poubelle. Voilà. Avant, il y avait une cheminée, puis on les crame plus sur place, et heureusement d'ailleurs, etc. Ces containers à poubelle, on essaie d'avoir une démarche d'autonomie électrique, énergétique. Donc, on a des partenaires, on a reçu des financements, etc. On a eu l'accord de l'architecte des bâtiments de France, on a eu l'accord de la préfecture, de la commission des sites, mais l'ADREAL, service anonyme, espèce de léviathan qui est ni centralisé ni déconcentré, un truc qu'on retrouve vaguement dans des préfectures régionales, tout d'un coup s'y oppose pour des raisons qu'on ne sait pas si ce sont des raisons de sécurité d'intégration dans le site. Et donc un projet parce que les panneaux solaires devaient être mis sur les containers, et donc là-dessus je perds 2 ans et 1 million d'euros. Donc cette folie normative, cette folie administrative, en fait, elle se fait au détriment de la sécurité, de la prise de décision entrepreneuriale ou en collectivité, et elle se fait au détriment de la liberté. Donc la liberté et la sécurité ne sont pas opposées. Et dernier point, il y a l'usage et il y a l'abus. L'usage, c'est ce qui nous permet de faire des choses. L'usage est indissociable de l'abus. C'est-à-dire que dès qu'il y a usage, il y a malheureusement des personnes qui abusent, qui trichent. Or, l'impuissance publique génère une injustice totale, parce que à chaque fois qu'il y a un abus qui n'est pas sanctionné, et que tout d'un coup cet abus est médiatisé, que cet abus fait l'objet, ou qu'un accident, quelque chose de dramatique fait l'objet d'une loi de circonstance, on ajoute de la contrainte et de la norme. Cette contrainte et cette norme, 320 000, je le disais tout à l'heure, sont appliquées par l'immense majorité des gens qui respectent les règles, ou parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas échapper à la justice, parce qu'ils sont solvables, qui sont hors des écrans, qui sont dans les écrans radars de la puissance publique. Et cette surabondance de restrictions d'usage pour tous, parce qu'on est incapable de sanctionner ceux qui abusent, les minorités qui trichent, les minorités qui nuisent. Le garde des Sceaux était là tout à l'heure, je pense qu'une question intéressante aurait été de dire comment se fait-il qu'aujourd'hui en France, et c'est un des taux les plus élevés de l'Occident, au bout de 6 mois, 44% des peines de prison ne sont toujours pas appliquées. Ça se fait au détriment de qui? Ça se fait... Alors tant mieux pour ceux peut-être qui ne vont pas en prison, ça se fait certainement au détriment de la société, ça décourage les officiers de police judiciaire et les policiers et les gendarmes, mais ça se fait au détriment des honnêtes gens qui se disent « si j'étais malhonnête, je passerais au travers des mailles du filet et je ne serais pas sanctionné et je serais gagnant ». Donc l'excès de volonté de sécurité, de tout prévoir a priori, de tout vouloir normer, génère bien sûr une servitude, et génère une injustice, génère un manque de liberté, un manque de compétitivité. Voilà, ce sont des éléments dialectiques qui mériteraient de plus ample développement, mais qui, à mon avis, sont directement liés aussi à la problématique. Mady Scherer, pardon. Mady Scherer, vous êtes porte-parole de la gendarmerie, et vous avez justement endossé à ce titre la délicate mission de contraindre, mais aussi de convaincre nos concitoyens d'accepter ces nouvelles règles dont nous avons parlé. Vous veillez aussi à nous prévenir de nouvelles attaques, qu'elles soient terroristes ou cyber. Est-ce que la mission aujourd'hui est plus compliquée qu'avant? Merci beaucoup d'abord de votre invitation, et je suis enchantée de pouvoir parler de l'action concrète de la gendarmerie.
depuis ces dernières années. Alors beaucoup de choses ont été dites. Il est vrai que depuis 5 ans, nous avons traversé des états d'urgence différents liés à la menace terroriste, un état d'urgence maintenant lié à l'état sanitaire de la France. Et dans cette situation, il a fallu effectivement adapter de façon très concrète la mission des gendarmes sur le terrain, de façon à pouvoir continuer à rendre évidemment les services attendus. Ça passe par une modification du service dans nos unités. Ça impose également finalement parfois une décentralisation. On redonne davantage de liberté au commandant de groupement, c'est-à-dire le gendarme qui commande l'ensemble des gendarmes d'un département, de façon à favoriser ce qu'on appelle nous l'intelligence locale et une adaptation sur chaque territoire des mesures en lien évidemment avec les attentes de la population que l'on écoute attentivement. Ces dernières années, effectivement, on a beaucoup parlé de la proximité des forces de l'ordre avec la population et avec ces régimes qui imposent effectivement un certain nombre de contraintes sur la population, qui mettent des contraintes sur les libertés publiques. Et nous ne sommes pas législateurs, nous avons évidemment vocation à les faire appliquer. Eh bien, nous avons dû rechercher une posture qui ne nous mettait pas essentiellement dans un rôle évidemment répressif, mais plutôt qui nous donnait aussi l'opportunité d'aller vers la population, de se positionner comme un appui vers la population, vers les élus, les collectivités et vers les entreprises, afin d'adapter une posture et de montrer un visage de l'État qui serait un visage rassurant pendant la crise, un visage de solidarité et tendre une main finalement pour apporter une aide dans une situation un peu exceptionnelle. Voilà, donc c'est un petit peu l'état d'esprit avec lequel nous avons développé une opération, un dispositif sur tout le territoire qui s'appelait Répondre présent, qui s'applique toujours aujourd'hui. Et j'espère que parmi vous, beaucoup ont pu rencontrer les gendarmes qui sont venus à leur contact pour les sensibiliser sur les nouvelles menaces. Je pense par exemple au développement du numérique qui s'est accéléré durant la crise et qui a nécessité de la part de beaucoup d'entreprises une adaptation rapide. Et l'explosion du risque cyber aussi. Hein. Exactement, et c'est la raison pour laquelle nous avons effectué auprès de près de 40 000 entreprises des actions de sensibilisation. Nous l'avons fait également auprès des collectivités et nous avons veillé à ce que les publics identifiés comme fragiles pendant cette crise puissent bénéficier justement d'un renfort, d'un accompagnement et de davantage de prévention. Toujours avec l'idée de venir en aide, de se placer en protecteur à la fois de la population, des libertés, puisqu'il faut évidemment que le pays continue à fonctionner, y compris d'un point de vue économique. Donc les entreprises avaient aussi besoin que nous puissions être là en appui, et c'est la posture que nous avons vraiment choisi d'adopter pendant cette crise, de façon à rendre les meilleurs services et à être au contact. Une offre finalement de sécurité sur mesure. Donc tout ceci s'est traduit par évidemment de nombreux contacts avec les uns les autres, cette sensibilisation donc au risque cyber, j'en parlais, mais également à d'autres risques, des risques économiques, et puis une protection de la population que l'on a jugée indissociable aussi d'un respect, d'une cohésion de la nation que l'on a cherché à entretenir dans cette politique globale. Voilà. C'est véritablement la posture que nous avons adaptée et que nous maintenons actuellement, puisque finalement nous avons dû nous aussi nous réformer pour appliquer ces nouvelles normes et pour finalement donner une suite évidemment à ce que le législateur avait prévu pour protéger la population. Et aujourd'hui, eh bien, dans le cadre de la poursuite de ces dispositifs, nous continuons toujours auprès de la population, de nos élus, de mettre en place des dispositifs de consultation, d'amélioration du service qui ont vocation à nous permettre d'écouter ce que l'on nous dit en termes d'insécurité, d'écouter aussi les remontées de la population, de nos élus, des entreprises en termes de sentiment d'insécurité, et ensemble de co-construire une forme de sécurité en mettant à disposition de nos partenaires des cartes de chaleur et un certain nombre d'éléments. Voilà. Donc c'est un petit peu le sens de l'histoire pour la gendarmerie, cette façon de travailler qui a été modifiée dans l'ensemble de nos unités en raison des différents états sanitaires par rapport à cette contrainte que l'on a bien pris en compte, qui pèse sur la population, qui est imposée par le législateur et qui a vocation à nous protéger les uns les autres dans ces différentes crises. On parle beaucoup de sécurité physique liée au risque terroriste, au risque sanitaire, mais quand on vous écoute les uns et les autres, il y a le sujet de la data aussi, de la maîtrise de la data. David Linard ou Linda Kebab, vous l'avez abordé, Thierry Derez aussi. Peut-être qui parmi vous veut
c'est vrai qu'on a l'impression que le nouveau risque, c'est celui du contrôle de la data, de la maîtrise de la data. On parle beaucoup voilà, du risque physique. Les GAFA maîtrisent notre data, donc quelque part, on risque aussi d'entraver notre liberté. Tout le monde prend le micro, je suis sûr que c'est un sujet passionnant. David. La data, effectivement, bon, c'est l'enjeu majeur, c'est une ressource, c'est peut-être le pétrole de l'époque, hein, des années qui viennent. Donc comment on la maîtrise, et on est nous-mêmes fournisseurs et producteurs de data. Deux, ça renvoie aussi quand même à cette tyrannie horizontale, c'est-à-dire qu'on s'offusque d'être contrôlé par l'État, etc. Mais d'un autre côté, on balance toute la journée des informations et des données extrêmement personnelles. Et il est vrai que quand on recrute, enfin, moi j'ose le dire, hein, sur des postes importants, je vais voir un peu ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, et il y en a certains, je les remercie d'avoir posté, ça me permet de ne pas les recruter. Donc il y a un problème. Et ça renvoie à quoi? Ça renvoie à la praxis, ça renvoie à la pratique, ça renvoie à la culture. Ça renvoie à un élément fondamental qui revient à la problématique entre la liberté et la sécurité, qui est la confiance. Le meilleur système qui concilie la sécurité et la liberté, c'est le civisme. Le civisme, c'est l'exercice de sa responsabilité dans l'espace public. C'est-à-dire, c'est la retenue, c'est le respect des autres, c'est le respect de l'espace public, c'est le respect de l'autorité publique, c'est le respect de l'uniforme, c'est tout cela. Le civisme, c'est un produit civilisationnel extrêmement profond. Et bien évidemment, si l'on veut à la fois gagner en liberté et gagner en sécurité, on doit gagner en instruction, on doit gagner en culture, on doit gagner en raison critique. Tout ça est lié, et on arrivera à s'auto-limiter dans la production de data nous-mêmes, et ça simplifiera le travail de vos services, qui doit être abominable, parce que pour distinguer de ce qui relève de la liberté individuelle, de la liberté publique et de la lutte contre la cybercriminalité, ça devient atroce pour les gendarmes et les policiers. Linda Kebab. Écoutez, je rebondis sur votre question pour revenir sur l'actualité. En juin, en première lecture à l'Assemblée nationale, a été votée la loi renseignement terrorisme. Alors il y a des mesures qui peuvent être de bon sens, notamment l'assouplissement des causes de mise sous surveillance des personnes qui sont fichées S ou FSPRT. Je vous explique très brièvement. En tant qu'agent de renseignement, quand un agent de renseignement, les agents de renseignement surveillent une personne fichée S ou FSPRT en l'occurrence, parce qu'on parle de terrorisme, et découvrent dans le cadre de cette surveillance que cette personne est aussi impliquée, par exemple, dans l'espionnage industriel. Eh bien, autrefois, il ne fallait la surveiller et donc collecter et retranscrire les informations que dans le cadre de la surveillance lutte antiterroriste. Aujourd'hui, avec ce nouveau projet de loi, il va être possible d'élargir et donc potentiellement de retranscrire des informations qui sont autres que la lutte contre le terrorisme. Il y a également le croisement de fichiers OPSI-Web avec ceux des fichiers de police. Le fichier OPSI-Web, c'est le fichier qui permet de connaître notamment les hospitalisations psychiatriques des personnes et de faire un croisement notamment avec les FSPRT. Alors on peut trouver ça tout à fait de bon sens, ça c'est un débat de chacun, notamment sur le dossier médical. Mais il y a un dernier point qui ne semble pas tant alerter que ça, et moi personnellement qui m'alerte, et pourtant je suis policière et je devrais m'en satisfaire puisqu'elle pourrait nous faciliter le travail, sauf qu'elle met tout le monde en danger, et même les policiers et les gendarmes, notamment syndicalistes comme moi, qui ont besoin aussi d'avoir la garantie que soient préservées les activités privées. C'est la possibilité, notamment avec cette loi, qu'un groupement interministériel puisse collecter toutes les données Internet, connexions et réseaux sociaux de l'ensemble des Français, de les analyser, de faire des recoupements, pour ensuite participer à cette lutte contre le terrorisme. Sauf que derrière, il n'a pas été décidé dans le cadre de cette loi un véritable contrôle. Je vous ai parlé tout à l'heure du CNCTR, qui lui contrôle l'action des policiers et des gendarmes en matière de renseignement, sauf que ce groupement interministériel, lui, ne sera pas contrôlé. Ce qui veut dire que n'importe qui ici, et quand on est entrepreneur, je pense qu'on est très attaché à ne pas être surveillé en matière de connexion, et bien aujourd'hui, ce projet de loi va permettre finalement de collecter, d'analyser toutes les connexions de tous les Français sur le territoire national. Et ça, c'est un problème. Jérôme Gavaudan. Oui, d'ailleurs, je suis très heureux que ça vienne de la police, de la gendarmerie, ce genre de réflexion, parce que vous dites vrai, comme vous avez dit vrai tout à l'heure sur la question de l'identité. On l'a très vite oublié, mais après le second confinement, il fallait, quand on allait dans un restaurant, donner son nom et son numéro de téléphone. Je me proposais toujours, systématiquement, d'écrire Emmanuel Macron, je donnais le 01 du palais de l'Élysée. Parce que je ne comprenais pas comment un patron d'établissement pouvait avoir effectivement mes coordonnées et savoir que j'étais ou pas client.
Sur ces questions-là, cela a été dénoncé, et ça renvoie effectivement à la question de la législation, c'est-à-dire on fait des lois, et finalement on ne sait pas qui contrôle. Et ça renvoie aussi aux moyens qu'on donne aux contrôleurs. Qui sont les contrôleurs? Est-ce que les juges, les magistrats ont les capacités de contrôler? Est-ce qu'on ne confie pas trop la gestion de ces data à des algorithmes? Et qui contrôle la création de l'algorithme, son potentiel, sa puissance? Et finalement, on se pose tous la question et personne n'est en capacité de répondre. Et finalement, regardez, tout à l'heure, le ministre de la Justice a encore donné un exemple. Je sors des problèmes qui font très peur hein, sur la question de la connexion, de qui vous regardez, vers quel site vous allez, qui contrôle. Finalement, c'est des filets dérivants. C'est la question des filets dérivants. Ouais, Dupond-Moretti est parti. Mais c'est la question des écoutes, c'est la question des fadettes, c'est la question des filets dérivants, confiés d'ailleurs à des algorithmes, ce qui était grave. Et lui-même, alors je suis favorable hein, sur la question des procédures de sauvegarde qu'a évoqué tout à l'heure le ministre, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise doivent aller se mettre sous la protection avec des conseils qui vont bien du président du tribunal de commerce. Mais vous avez entendu, sans réagir, ce qu'il a dit, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, vous avez bien entendu que le ministère des Finances a créé un algorithme qui va scanner la situation de vos entreprises. Si vous êtes un travailleur indépendant, votre situation très personnelle, moi je suis ce statut-là de travailleur indépendant, et qui va vérifier si, auprès de qui, il a dit, l'administration fiscale, en qui je fais toute confiance, les URSSAF, qui ont un magnifique stand, en qui je fais toute... Et les banques. Et les banques. Nous avons écouté comme quelque chose qui était automatiquement positif, le fait que pour aider les entreprises, pour détecter le chef d'entreprise qui serait potentiellement en situation de défaillance, l'État a créé un algorithme qui va vous pister. Et si vous n'avez pas envie, mesdames, messieurs, de profiter de quelque chose qui, je le redis, est bénéfique, si vous n'avez pas envie en tant que chef d'entreprise que votre responsabilité soit potentiellement engagée, si vous avez la honte dont le ministre a parlé, mais vous avez droit de l'avoir dans une démocratie, et l'État vient s'immiscer dans le fonctionnement de votre entreprise en essayant de venir détecter pour venir, et ça se déploie parce que c'est ça le projet du ministre, département par département, chambre de commerce par des chambres de commerce, éventuellement, venir voir comment vous fonctionnez. Est-ce que là, il y a de la sécurité? Il n'y a strictement aucune sécurité, il y a une volonté d'aider, je n'en doute absolument pas, mais nous sommes soumis, et c'est effectivement, nous n'avions pas eu ce débat, vous avez raison de le replacer là, nous sommes soumis à la loi des algorithmes, sans compter la question de qui gère quoi. Il y a eu un débat aussi sur les données sanitaires. Avant le Covid, on a confié à des grandes entreprises internationales la data de nos données de santé. On est en train de réfléchir, de revenir en arrière. Et finalement, qui le contrôle? On nous dit qu'il n'y a pas de contrôle de passe sanitaire, mais c'est vrai que les informations, elles sont données, elles sont stockées. Donc il y a une vraie difficulté, et vraiment le débat est là. Il est d'une autre nature, pardon, que la ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité, c'est une entrave dans votre véhicule, ça ne vous empêche pas d'aller et de venir. La liberté, les autres libertés, c'est un autre problème. Donc c'est tout une question de jauge, d'équilibre, vous l'avez dit tout à l'heure. Très vite, Madi, je crois que vous vouliez relever quelque chose. Oui, peut-être un message d'optimisme dans ce contexte. On comprend bien les enjeux lourds qui pèsent autour de la data qui fait souvent le lien d'ailleurs entre le territoire numérique et le territoire physique. Et donc on comprend derrière tout ça qu'il y a un enjeu cyber qui est extrêmement important. C'est quelque chose qui est bien évidemment pris en compte par les forces de l'ordre et qui figure au rang des sujets sur lesquels nous travaillons dur dans le cadre de toute la politique d'innovation. Et c'est aussi la raison pour laquelle, depuis février 2021, nous avons un commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, parce que ce sont effectivement des enjeux identifiés d'importance pour l'avenir et qui peuvent porter atteinte à la réputation. Nous les avons en tête et donc voilà, nous travaillons dessus. Je voudrais finir sur cette parole rassurante. Merci à tous les 5 d'avoir participé à ce débat Liberté, Sécurité.